intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Est-ce que vous craignez que l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA, transforme votre métier ou le fasse carrément disparaître? Il y a beaucoup de gens qui craignent effectivement l'arrivée de l'intelligence artificielle au travail. En même temps, elle est en marche dans la plupart des entreprises dans le monde. À l'échelle planétaire, c'est comme une espèce de grand train qu'on ne sera pas capable d'arrêter, même si certains qui sont dans des milieux justement d'intelligence artificielle se sont mis ensemble il y a quelques mois pour écrire une lettre et dire « Wow, le train va trop vite, on peut-tu réfléchir et ralentir? » Il n'en reste pas moins que au quotidien, même si vous pensez là, que vous savez pas où elle est, vous comprenez pas trop comment ça marche, l'intelligence artificielle est déjà dans certaines choses que vous faites au quotidien, que ce soit à travers votre téléphone, dans certaines applications. Je voulais en parler parce que je pense qu'il faut qu'on soit au fait de ça. Il faut qu'on soit un petit peu plus renseigné par rapport aux avantages de l'intelligence artificielle et qu'on soit aussi informé de ces éléments un petit peu plus négatifs, s'il y en a. Puis il y en a. C'est comme dans toute bonne chose. Hein. Il y a des choses qui sont bonnes, puis il y a des choses dont il faut se méfier. Parlons-en tout de suite avec Hugues Foltz. Il est vice-président exécutif de Wooban. Qu'est-ce que c'est Wooban? C'est une boîte de développement d'applications qui exploite justement l'intelligence artificielle. Merci Hugues d'être là. Les gens ont peur de l'intelligence artificielle. Vous voyez ça autour de vous? Oui. Les gens ont peur à tort, en partie. Je pense que tu le disais bien, il y a quand même des choses à attacher pour être certain que ça ne dérive pas puis qu'on ait une intelligence artificielle planétaire viable pour l'humanité, pour la planète et ainsi de suite, puis qu'on gère certains risques. Mais au-delà de ça, dans notre quotidien, dans nos entreprises surtout, là, si on parle de l'application et de l'utilisation de l'IA, il y a définitivement une peur qui est malsaine pour notre économie au final. Et c'est ça le principal enjeu aujourd'hui. Injustifié, définitivement. Cette peur-là, elle est motivée par une mauvaise compréhension de ce qui est vraiment l'IA. Donc, il y a un problème qui est principalement un problème d'éducation, tant qu'à moi. Si c'était mieux fait ou si on avait des entrepreneurs, des gestionnaires plus conscients, simplement de comment ça fonctionne, et des bénéfices aussi là, qui se cachent derrière l'IA, on aurait certainement moins de retard parce que le Canada, on l'entend souvent, peut-être pas dans tous les domaines, là, mais c'est bien connu, du moins dans l'informatique, que l'intelligence artificielle, le Canada est une sommité mondiale en termes d'expertise. Par contre, en termes d'utilisation et d'implantation de l'IA dans nos entreprises, on est carrément des cancres. Donc, on utilise et on n'implante pas assez les technologies qu'on maîtrise presque à la perfection. Donc, comment ça se fait? Cette fameuse peur est une des raisons très souvent nommées. Je dirais qu'il y a d'autres facteurs. Le confort. Au Canada, on se fait qualifier par nul autre que l'OCDE, l'Organisation mondiale du commerce, nous qualifie de confortable. Et comme tout humain, confortable, on innove moins. On sent pas l'urgence, du moins, d'innover. Et genre, ça va bien. On verra ça tout à l'heure. Eh ben, exact. Quand on sera obligé, quasiment. Ben oui, puis on s'en vient pas mal là. Donc, on est aujourd'hui, honnêtement, on est au pied du mur, puis Wooban, on se fait appeler à donner justement des conférences qui se veulent être un peu un wake-up call par toutes sortes de milieux d'affaires pour dire à nos entreprises, partout au Québec et au Canada, crime, il est minuit moins une, là, puis bientôt, il va être minuit et une. Là, donc, à ce point-là? À ce point-là. Donc, on n'a pas le choix de se réveiller. Puis au-delà de ce niveau de confort-là, il y a aussi, malheureusement, une question de démographie. La population, nos boomers qu'on adore, qui s'en vont bientôt à la retraite, puis que les départs sont commencés, là. Mais il faut s'entendre, ça va juste s'accélérer. Ces départs-là sont aussi associés à une envie très, très faible d'innover ou d'aller vers des nouvelles technologies aussi disruptives, aussi dérangeantes parfois. Donc, de dire, je suis à 1 an, 3 ans de ma retraite, puis allez... Je commencerai pas un grand plan stratégique de transformation numérique, mettons. Voilà. Ouais. Donc, on est qui coûte de l'argent aussi, là. Donc, c'est sûr que quand tu dis, il faut que je me trouve une relève, il faut que je rende mon entreprise attrayante. Donc, c'est pas... Voilà. Parfois, l'investissement, on se dit, c'est pas le moment de le faire, puis de me mettre des dettes plus que j'en ai déjà, là. Exact. Et on appelle ça la dette technologique, justement. Donc, la fameuse dette technologique, on l'a accumulée malheureusement depuis longtemps. On n'est pas des curieux. Puis encore là, c'est une grande généralité. On a des super d'entreprises qui innovent depuis toujours puis qui ont des technologies
Dieu sait de dernier cri, incluant l'intelligence artificielle, mais malheureusement, la moyenne de nos entreprises ne sont pas nécessairement très intéressées par l'IA ou les technos en général, mettons. Oui, on a justement, vous parlez d'entreprises, Hugues, qui innovent. J'ai rencontré dernièrement une entrepreneure de la ferme Olofé, Virginie Lepage, elle est directrice générale. Elle a repris l'entreprise familiale. Ses parents ont acheté des terres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien. Nous saluons tous les gens qui nous écoutent là-bas. Et les enfants ont repris avec sa sœur et son frère. Ils produisent des grains, mais beaucoup d'avoine biologique. Ouais. Ils ont en plus toute une vision environnementale aussi, d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'ils produisent des grains d'avoine localement pour les gens du Québec d'abord. Ouais. Il y a comme vraiment quelque chose de vraiment beau dans cette entreprise qui s'appelle Olofé. Et je tenais à te parler, Virginie. Merci d'être là. Virginie Lepage, donc, surtout parce qu'on s'est parlé récemment dans le cadre d'un balado pour Desjardins et tu racontais ton expérience avec une stratégie justement stratégie numérique où chez Olofé, vous avez décidé d'utiliser la robotisation, l'automatisation pour modifier un peu le travail de vos ensacheurs, entre autres. C'est-à-dire ceux qui mettent l'avoine dans des sachets. Oui. Oui, c'est ça, on a décollé des projets aux alentours de 2019-2020. C'est de la robotisation, automatisation. On n'est pas encore à l'intelligence artificielle très intégrée. Puis mais ça nous a permis, nous... Oui, ça s'en vient. Il va falloir que je parle à Hugues sérieusement. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que c'était pas planifié, mais moi, je viens de Robertval et bien évidemment, j'ai croisé... Stéphanie, excusez-moi. Virginie. J'ai croisé Virginie au cégep, hein, il n'y a pas... Ouais. Donc, c'est un petit monde. Ouais. Ouais, c'est un petit monde, t'as raison. Fait que donc, automatisation, robotisation, éventuellement, intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a changé? Oui. Ce que je trouvais intéressant, Virginie Lepage, c'est que chez Olofé, vous avez modifié les processus d'affaires, mais il n'y a personne qui a perdu son emploi. Non, ben c'est ça. On est passé d'un travail très manuel à un travail d'opérateur de ligne de production. Donc, les gens ont acquis des compétences, ils ont changé leur façon de faire. On a simplifié leur travail aussi. On a facilité leur travail avec la robotisation. Puis ça a conservé les emplois. Maintenant, au lieu d'être un ensacheur, c'est des opérateurs de ligne, des opérateurs de robots. Puis, en plus de ça, on a augmenté notre production. Ça, c'est quand même un avantage aussi, là. Ouais. Comment ça a été perçu au départ, Virginie, quand tu as dit, bon là, on va rentrer, on va changer un peu les façons de faire, on va rentrer des robots. Les gens ont dû quand même au début se regarder puis dire, mon Dieu, je vais-tu perdre ma job, là? Parce qu'ultimement, c'est beaucoup ce qu'on entend, là. Ben, premièrement, on a attendu que nos parents quittent l'entreprise. Comme Hugues disait, ça a été plus facile quand nos parents ont quitté. Non, je fais des blagues, mais non, mais on a eu aussi, beaucoup, oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. Écoute, en fin de carrière, ils voulaient pas investir dans des lignes beaucoup trop chères, beaucoup trop grosses pour notre capacité de production, parce que même la plus petite ligne qu'on avait trouvée était 2 fois plus gros que nos besoins. Donc, je comprends pour eux autres qui étaient à quelques années de se retirer, puis ils voulaient pas faire ça. Donc, mais au niveau des gens, on a communiqué beaucoup nos projets, on en a parlé, on les a formés aussi quand les pièces ont commencé à rentrer dans l'usine. Puis ça s'est fait vraiment sur une longue période de temps. Ça a pris 8 mois à mettre en place la ligne, le projet total. Donc, il y a eu des sections qui sont arrivées. Puis là, les gens ils ont vu que c'était très avantageux, que le travail s'améliorait, qu'il y avait quand même des défis, mais que pour eux, ce serait plus facile d'effectuer leur travail. Donc, à partir de là, ça s'est intégré très facilement. Quand les gens comprennent que les tâches répétitives, les tâches difficiles, ils existeront plus. C'est des tâches que personne aime, donc ça devient facile d'intégrer ça dans l'entreprise par la suite, là. Puis ça devient des emplois, finalement, aussi spécialisés et sans doute mieux rémunérés. Oui, parce qu'on augmente notre capacité de production, donc on est capable de payer mieux nos opérateurs, on est capable de faire du recrutement de personnes plus qualifiées. Donc, c'est sûr que tout se tient là quand on commence à intégrer des projets comme ça, là. Prochaine étape, tu me disais, c'est effectivement l'intelligence artificielle. C'est un gros projet. Oui.
Oui, ça va être surtout côté de la finance, je te dirais, là, l'automatisation d'entrée de données financières que, tu sais, j'ai quelqu'un à temps plein là-dessus qui passe beaucoup de temps à faire de l'entrée manuelle, là, en tout cas pour le moment. Donc, ça va être au niveau de la finance, le prochain projet. Puis après ça, ça va en découler jusqu'à la production, là. On est en rencontre presque à chaque semaine là-dessus, de ce temps-ci. Et toi, tu es consciente que, justement, là, c'est important d'être dans le train, de ne pas le laisser passer, comme disait Hugues, qu'on est en retard au Québec aussi, qu'il y a des grandes craintes. Ouais. En fait, Hugues, j'ai assisté à votre conférence au mois de mai au Centre des sciences à Montréal. Puis, ce qui m'a marqué le plus, c'est que il y a quelqu'un sur le panel qui disait que en Europe, c'est déjà intégré. C'est déjà les compagnies qui font des équipements de production pour des lignes de transformation. Ils en parlent même plus. Ça fait partie de leur offre qu'ils ont à donner. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on est en retard là-dessus. Là. Je suis complètement d'accord avec ça. Là. C'est très vrai. Puis en plus, on parlait de la main-d'œuvre à l'instant. Il y a plein de choses qui sont pas nécessairement bien mises en perspective. On a, dans les peurs qu'on nommait tout à l'heure, une des peurs, c'est crime, on va faire quoi de ces employés pour lesquels on va remplacer les emplois, pour lesquels on va automatiser les emplois. En fait, au Québec, aujourd'hui, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui va que s'accélérer. On a un chiffre qui est sorti l'été dernier de Statistique Québec, qui dit qu'aujourd'hui, on a, puis c'est le chiffre de la semaine passée que je vous sors, là, mais en ce moment, on a 150 000 emplois disponibles au Québec seulement. Ouais. Et avec les départs à la retraite qui vont se dérouler dans les 5 prochaines années, en 2030, Statistique Québec prédit qu'on aura 1,4 million de jobs disponibles au Québec seulement. Parce qu'on n'aura pas assez de travailleurs étrangers en quantité suffisante et les départs à la retraite vont être massifs pendant les prochaines années. Donc, l'automatisation... On n'aura plus assez de bras pour faire la job. Là. Carrément. Donc, au-delà du gain de productivité qui est mentionné, la main-d'œuvre, il faut arrêter de s'en préoccuper. Il faut plutôt penser et rapidement amorcer une transformation des métiers. Donc, les jobs qui vont être automatisés, on a besoin des employés qui les font. Par contre, il faut former ces employés-là à autre chose. Et oui, il y a des jobs qui sont probablement plus valorisantes, mieux payés et qui vont mettre à profit l'humain pour plein d'autres qualités que des jobs manuels répétitifs, effectivement. En même temps, bon, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a des emplois qui vont passer dans le tordeur de l'intelligence artificielle. Il y en a plein. Il y en a entre 50 et 70 % des métiers qu'on connaît aujourd'hui, soit seront drastiquement transformés, soit auront disparu avant 2035, dans 10 ans d'ici maximum. Et beaucoup des études... Combien de pourcentage, vous dites? Entre 50 et 70 % des métiers qu'on connaît aujourd'hui. Wow. Un métier sur deux au moins. Au moins. Donc, c'est énorme, oui. Donc, va disparaître, va être appelé à disparaître. Oui, donc mais il va être remplacé. Va être remplacé par d'autres métiers. Ouais. Donc, on a à embrasser la technologie. Plus vite, en fait, on comprend les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle, mieux on est équipé pour justement convertir nos travailleurs, former ces travailleurs-là à leur métier du futur et bien évidemment aussi convertir nos entreprises adéquatement parce que c'est pas qu'une question d'emploi, c'est une question de modèle d'affaires, c'est une question de façon de faire, de processus et de productivité en bout de ligne. Donc, on a à vraiment avoir une vue d'ensemble puis c'est super important d'aller vite. On est en retard planétairement. Oui. Virginie, là-dessus? Moi, ce que je me pose comme question, c'est la formation. Oui, ça va créer des nouveaux emplois. Ça va créer il va falloir avoir des nouvelles connaissances, mais ces connaissances-là, c'est où que les gens vont les acquérir. Tu sais, moi, j'ai 3 garçons qui sont à l'école, au public, puis ils en parlent pas de ça, là. Tu sais, mais là, si dans 5 ans, il faut que ces gens-là soient formés, ça passe par où, puis comment on s'arrange pour que ça fonctionne, là. Ouais. C'est ça. 10 ans, c'est demain matin. Je trouve qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, au niveau de la formation. Complètement. Puis on dirait que les gens ne parlent pas tant que ça. Il y a un gros enjeu. Excuse-moi. Non, tu parlais de tes enfants à l'école. Tu disais, tu m'as dit hier, j'en reviens pas qu'à l'école, il y a comme personne qui parle de ça. Mais ça s'en vient, je vous rassure, là, ça s'en vient. Les écoles commencent. Ouais. En fait, les programmes sont en révision. Nous on se fait un peu harceler. Oui, mais c'est dans 10 ans. Vu que si vous dites dans 10 ans, il y a une job sur 2 qui n'existe plus, puis ça va être de l'intelligence artificielle,
10 ans, c'est demain matin. C'est demain matin. Puis souvent, c'est 5 ans, plus que 10, en fait. Même. Et donc, oui, mais les écoles, là, le ministère de l'Éducation, les universités, tout le monde, c'est un peu le branle-bas de combat dans le milieu de l'éducation, là, pour, en fait, nous rassurer ou pas, là, mais on a un retard, c'est certain. Donc, ce que dit Virginie est très juste. Là. Beaucoup de témoignages des auditeurs. Stéphane, qui est camionneur, dit une application qui ne crée rien, mais qui recycle. Adieu la qualité. Je ne sais pas ce que veut dire. Est-ce que vous comprenez ce que Non. Il y a Normand qui dit j'ai très peur, entre autres, du rapport avec l'intelligence artificielle, c'est que certains groupes extrémistes, racistes, néo-nazis et autres, religieux, fassent une intelligence artificielle à leur idéologie. Mais il y aura toujours ces risques-là. Puis sans nommer celui-là en particulier, le risque d'avoir une intelligence artificielle qui serait biaisée puis qui orienterait les élections, à titre d'exemple récent aux États-Unis et ainsi de suite. Ce risque-là, il est actuellement géré, entre autres par l'ONU et par des tables de concertation qui sont pays par pays, où ils ont réuni les plus grands de ce monde, donc les plus grands chercheurs, les plus grands penseurs en termes de gouvernance et de réglementation. Comme je le disais au début, c'est pris en main par les autorités compétentes. Après, effectivement, la bombe nucléaire, si on s'en sert mal, c'est certain que la planète va y passer, ou en tout cas l'humanité va y passer à coup sûr. Donc, on a un risque à gérer avec l'intelligence artificielle qui n'est pas à la hauteur d'une bombe nucléaire, mais qui est à la hauteur d'une technologie très puissante. Maintenant, en tant que citoyen, on peut rien y faire, c'est pas notre rôle. Les autorités compétentes sont en train de s'occuper de ça. Et puis, en tant qu'entreprise, il faut penser de la même façon. Il faut surtout voir les gains et l'opportunité qu'apporte l'IA plus que le risque en soi, même si j'entends qu'il y en a un. Il y a le risque ultime dans la tête de bien des gens, comme dans celle de Claude qui nous écrit, c'est de dire, c'est pas juste ChatGPT, là, on blaguait sur ChatGPT tout à l'heure, qui est quand même un outil fascinant quand même. Oui. Bon, il dit, ce sont des super ordinateurs de plus en plus petits qui ont été conçus pour apprendre et décider seuls. Ils ont été conçus pour imiter les réseaux de neurones du cerveau humain. Si Yoshua Bengio, qui est le grand expert québécois, là, qui justement a été un des signataires de cette fameuse lettre où beaucoup d'experts disaient attention, ralentissons, freinons, pendant que, puis pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire avec ça. Il dit, si ce genre de personne nous dit de ralentir et met des bémols, il faudrait peut-être faire attention. Il n'y a pas tort. Là. C'est vrai qu'on regarde ça. Puis on dit, mais est-ce que c'est pas un peu comme l'Internet il y a 15 ans qui a complètement changé nos vies avec les dérives que ça comporte, mais aussi avec les avantages que ça comporte. Aujourd'hui, l'Internet, c'est pareil. C'est pareil, magnifique. Mais c'est plus rapide encore. Donc, Internet a pris des dizaines d'années à se déployer. L'IA se déploie en années et en mois à une vitesse fulgurante. Donc oui, il est important, puis je veux surtout pas minimiser l'importance de, encore une fois, l'encadrement, la gouvernance et tout ce qui est nécessaire pour que les algorithmes qui sont développés soient des algorithmes qui sont sécures, entre guillemets, et pas une menace pour, je vais nommer l'humanité. Mais encore une fois, c'est une autre perspective. Donc, d'un point de vue, cette menace-là, elle est adressée, elle est gérée par des gens compétents pour le faire, mais dans un contexte économique provincial et à l'échelle du pays, nos entreprises doivent embrasser des algorithmes qui ne sont pas de la génération de ce qu'on appelle l'IA génératif, c'est ChatGPT et tous les autres, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT en IA génératif. Non, bien sûr. Et les algorithmes, l'intelligence artificielle existe depuis plus de 30, 40, 50 ans. Donc, on a des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui dits traditionnels. Là. C'est pour nous dire, c'est depuis que ChatGPT est là, on parle de vieille intelligence artificielle pratiquement. Mais ces algos-là automatisent plein de choses, ne sont pas en mesure d'apprendre. Ce ne sont pas des LLM pour Large Language Model. Ils ne sont pas en mesure d'apprendre et de converser comme ChatGPT peut le faire, mais ils vont automatiser des processus entiers où l'humain n'est pas bon. N'est pas bon parce qu'il y a trop de données, il y a trop de choses à comprendre, à calculer pour trouver le chemin le plus rapide avec Google Maps. C'est de l'IA qui vous dit passez par tel chemin. Mais puis il n'y a pas forcément de valeur ajoutée à ce que ce soit l'humain qui le fasse. Puis Virginie, tout à l'heure, Lepage le disait très bien, toutes ces tâches répétitives qui ne sont pas forcément non plus garantes d'un bonheur du travailleur. Là, on n'a comme pas de fun à faire des affaires plates, il faut quand même le dire. Exact. Mais au moins, on peut devenir un peu plus spécialisé et trouver une plus grande valeur, d'ailleurs, à son travail. Complètement. Donc, pour l'instant, là, nous, on en déploie. Vauban, on est la plus grande firme au pays là, en intelligence artificielle. La Caisse de dépôt a investi chez nous l'année dernière. On est dans on a tous un petit peu de nous autres là-dedans. Oui, vous avez alors. tous un petit peu de Vauban, tout le Québec. Donc, on est
On déploie dans des tonnes d'entreprises des superbes projets qui font gagner ces entreprises-là en productivité. Et il y a une présentation, il y a une gestion de changement, il faut s'assurer d'avoir l'adoption des employés, mais une fois, exactement comme Virginie l'expliquait, une fois qu'ils ont vu ce que l'IA apporte dans l'organisation, on n'a jamais eu une levée de bouclier. Au contraire, ils embrassent, ils sont à bout de souffle. Ces employés-là ont besoin, ils sont très heureux de faire moins de tâches plates. Ah ouais, moi, j'ai eu l'occasion au cours de la dernière année là, d'animer plusieurs forums qui portent sur l'intelligence artificielle. Moi, c'est mon nouveau dada. Et j'essaie de trouver l'information, de me renseigner. Je trouve ça fascinant. J'ai l'impression qu'on est à l'aube de quelque chose là, qui peut effectivement modifier, qui va changer nos vies. Hein? Complètement. Et ce qui ressort, c'est notre manque de connaissances par rapport à tout ça. Puis je pense pour bien maîtriser quelque chose, il faut être enseigné. Merci, en tout cas, Hugues, d'être venu nous en parler. On aura l'occasion sans doute de le refaire. Hugues Foltz, qui est vice-président exécutif chez Vauban. Et merci beaucoup à Virginie Lepage. Merci. Puis, Virginie, il faut rappeler à nos auditeurs, fort probable que quand vous mangez du gruau le matin, ça vienne de chez Olofé, n'est-ce pas? Peut-être une petite partie, oui, sûrement. J'espère, en tout cas. Oui, on se le souhaite, la ferme Olofé. Belle entreprise québécoise, premier transformateur d'avoine biologique au Québec. Merci beaucoup d'avoir été là à tous les deux. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois un grand écrivain. Il est de passage à Montréal. Il vient souvent nous rendre visite. Je pense qu'il nous aime. C'est quelqu'un qui écrit... Mon Dieu, tellement avec facilité, surtout, je pense qu'il nous fait réfléchir et c'est ce que j'apprécie beaucoup de mon prochain invité, Éric Emmanuel Schmitt. À tout de suite.